Et tous Et, mon écran. Ouais, et c'est bon. Parfait. du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire des Voix de l'Océan. Donc, c'est la série de webinaires de Women for Sea. Moi, je suis Bertie Lefebvre, je suis coordinatrice projet de l'association. Ça fait 2 ans que je travaille dans l'association. Et vous avez devant vous tout un panel qui va se présenter ensuite. Avant de commencer le webinaire qui a pour but de ce sujet que vous allez écouter aujourd'hui, avant de commencer ce webinaire, on voulait vous représenter un petit peu l'association Women for Sea. Donc, Héloïse, je te laisse passer la slide. Donc, Oui, l'association, elle existe depuis une douzaine d'années. Elle a été créée d'abord par une navigatrice qui a commencé à fonder des expéditions en mer pour des femmes. Et l'association Women for Sea aujourd'hui, qui est basée à Marseille, qui a une action dans toute la France, elle a vraiment cette double action des femmes pour la mer et de la mer pour les femmes. C'est-à-dire que notre raison d'exister, notre objectif principal, c'est de regrouper une diversité de femmes qui se soutient, qui agit ensemble pour une meilleure protection de la mer et pour un monde plus égalitaire, respectueux du vivant. Donc toujours cette double interaction entre le milieu marin et la place des femmes dans ce milieu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus inclusif et respectueux. Toutes nos actions toutes nos actions, elles suivent notre ADN qui est Feel, Learn, Act. Et cet ADN se retrouve dans tous nos projets et qui oriente vraiment toutes nos actions. Le feel avec ce côté émotionnel où on se reconnecte à la mer, principalement par la navigation et la navigation à la voile en particulier. Donc c'est important pour nous que les personnes, quels que soient les publics d'ailleurs, puissent expérimenter la voile, puissent expérimenter aussi de se retrouver entre femmes dans un environnement en sororité, en pleine nature. Parce qu'on considère que si tu aimes la nature et que tu te reconnectes, et ben, potentiellement, tu as plus envie de la protéger aussi. On a le volet Learn qui est toujours présent avec un partage de connaissances sur le milieu marin, sur les impacts de l'humain sur le milieu marin, et un volet Act où du coup, toute cette communauté, ça nous permet de décupler vraiment nos actions pour la mer et de créer des projets qui sont engageants et engagés pour le milieu marin. Donc on va peut-être pas aller dans le détail des différents projets de l'association, mais en tout cas, je voulais quand même vous parler des objectifs principaux de l'association. Donc, toutes nos actions répondent à ces objectifs. Le premier est donc de connecter, rassembler et visibiliser les femmes pour s'affirmer et agir ensemble. Le deuxième objectif, c'est de déclencher un nouveau rapport à la mer pour mieux la protéger. Et le troisième, c'est d'influencer la gouvernance pour un monde égalitaire et respectueux du vivant. Donc, tous ces objectifs sont déclinés ensuite en différentes actions. Une des forces de l'association et un des gros projets en fait fil rouge et permanent, c'est la communauté de femmes qui existe depuis plus de 10 ans. À l'origine, c'était vraiment des femmes particulièrement dans le milieu de la voile ou des scientifiques. Aujourd'hui, c'est toute une diversité de femmes de plein de métiers, de plein d'expertises différentes qui ont juste en commun d'être passionnées et de vouloir s'engager pour le milieu marin. Elles sont dans toute la France, elles sont de tous les âges, de tous les milieux, et l'objectif, c'est vraiment de les regrouper, de leur permettre de s'affirmer, de prendre la parole et de faire partie de cette communauté et de ce réseau. Donc notre ambition pour demain, mais elle est déjà bien lancée, c'est de devenir la plus grande communauté francophone de femmes engagées pour la mer. Et une des actions qu'on met en place dans ce cadre, c'est du coup de donner la parole aux femmes via le webinaire Les Voix de l'Océan. Donc je vais laisser la parole à Héloïse, du coup, qui va nous présenter un oui. petit peu ce webinaire. Merci, merci Bertie. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Héloïse, adhérente de Women for Sea, relativement récente, depuis l'année dernière. Et comme Bertie a pu vous dire, cette série de webinaires, donc c'est tout un cycle de webinaires, Les Voix de l'Océan a été lancé donc l'année dernière par Women for Sea et qui vient en réalité répondre aussi à une demande donc des adhérentes de la communauté de donner la parole aux femmes, à des femmes expertes d'un sujet du milieu marin et de pouvoir créer un espace d'échange, d'apprentissage au sein même de la communauté. Donc, ce cycle de webinaire, il a commencé la fin d'année dernière. Et le tout premier webinaire était intitulé Nager à contre-courant, était un webinaire dédié à démystifier les imaginaires qu'on peut avoir autour du requin. Du coup, là, ce soir, comme vous le savez, on est dans notre deuxième webinaire, Mettre le cap, les aventurières engagées pour la mer. Nous allons parler donc d'aventures en mer, en terre, mêlant sensibilisation, engagement pour la mer, mais engagement pour le vivant. Et on a voulu donc inviter 3 intervenantes, 3 femmes. Lucie Marsal de Unimondo,
Solène Chevreuil du projet Azur et Louise Océane des Lions du projet Phoenix Expédition. Louise Océane que vous connaissez probablement déjà aussi du fait d'être partie de l'équipe de Women for Sea. Juste un petit rappel pour le déroulé de ce webinaire. Donc, avant d'attaquer, vous allez voir au-dessus de votre écran que vous avez du coup la partie discutée qui est le chat. Donc, vous pouvez faire tous vos commentaires, observations, si vous voulez échanger entre vous, mettre de où vous êtes, d'où vous suivez le webinaire. Et après, pour la fin du webinaire, on va avoir un petit moment, un petit grand moment d'échange, donc questions-réponses. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à les poser sur la partie Q et R, donc qui est vraiment dédiée à la partie questions-réponses. Alors, sans plus tarder, on va suivre donc l'ADN, comme disait de Bertie, de Women for Sea, qui est Feel, Learn, Act. Ce sera notre fil conducteur. Et avant de commencer sur ces trois axes, je vais inviter nos intervenantes de nous faire déjà de se présenter rapidement, de présenter le projet, le cadre dans lequel elles sont parties et de nous donner un peu un panorama, un peu une vision 360 de leur navigation pour qu'on sache d'où elles sont parties, quel était l'itinéraire, la durée de la navigation, l'équipage, est-ce qu'il y avait une thématique précise, est-ce qu'il y avait des objectifs de cette expédition, de cette navigation. Voilà, comme ça, on est tous et toutes un peu en tête avant de commencer l'échange. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Lucie Marsal, donc second capitaine et chef de projet scientifique et pédagogique. Je te laisse la parole, Lucie. Merci, Héloïse. Et ben, donc, moi, mon rôle là, donc aujourd'hui, c'est surtout orienté sur mon métier actuel chez Unimondo Expédition, où je travaille du coup en tant que seconde sur le Northbound, qui est un voilier d'expédition polaire, donc celui qu'on voit sur les photos. Chez Unimondo Expédition, je m'occupe enfin, donc je suis impliquée dans deux types d'expéditions. Il y a des expéditions à visée pédagogique sur les côtes françaises, où là, on fait des ateliers avec les scolaires. On va parler changement climatique, on va parler sciences polaires. L'idée, c'est qu'ils visitent le bateau vraiment de A à Z. Enfin, voilà, il y a un côté un peu immersif. Et les expéditions scientifiques, là, ça va être plus en milieu polaire, donc en zone arctique. Et c'est des expéditions qui sont à destination des chercheurs. Donc, on se propose comme soutien logistique à la recherche et aussi à visée pédagogique avec des vidéos live depuis le terrain. Donc, voilà, ça c'est pour la partie Unimondo. Et je parlerai aussi, je pense, je ferai pas mal de références à Sea Plastics parce qu'il y a en 2017, pour partir en 2018, on avait créé une expédition avec trois autres personnes sur le microplastique en mer Méditerranée où là, du coup, on était quatre à s'occuper de tout ça et il y avait pas mal de liens aussi avec le côté exploration à la voile, sciences, etc. Et mon parcours, de ce qui m'a amené là-dedans, j'ai une formation d'ingénieur en biologie et j'ai complété ça il y a presque 2 ans avec une formation de marin professionnel. Et donc là, tu parles donc de deux navigations, donc une avec Sea Plastic, l'autre avec Unimondo. Quelles étaient les dates de chacune, juste pour qu'on ait une idée? Alors, si plastique, c'était en 2018 et Unimondo, c'est un métier que j'occupe depuis début 2023. On est parti enfin, plusieurs fois en mer sur différentes expéditions. Ok. Et les durées à chaque fois des deux navigations, Alors, avec Unimondo, ça a ça varie. été. Donc, si plastique, c'était 5 6 mois. Et Unimondo, ça a été plusieurs phases. Il y a eu 2 fois, enfin 3 fois 2 mois en France. Là, en ce moment, on est sur le bateau pour les vols de la science avec l'équipage. Et un mois de convoyage Norvège-France sur 1 an et demi, quoi. Donc, il y a eu mois en mer sur 1 an et demi. Ok. Je vais passer la parole maintenant à Solène Chevreuil, coordinatrice et co-aventurière de Projet Azur. Pareil, pour nous faire une petite présentation de toi, du projet et avec les caractéristiques de ton expédition. Ça marche, bonsoir. Donc, moi, je fais partie de Projet Azur depuis presque 3 ans, je crois, maintenant. Et donc, en fait, Projet Azur, ça a été plusieurs parcours itinérants, autant en mer que sur terre, pour sensibiliser à la protection du cycle de l'eau. Ça, c'est un peu le résumé général. Et ça s'est produit à travers
donc des itinérances en kayak en Méditerranée autour de ramassage de déchets, d'itinérance à vélo, enfin pour ma part en tout cas dans les Alpes, autour d'ateliers de sciences participatives sur la biodiversité de rivières. Et il y a eu d'autres projets aussi, dont un en Bretagne, sur les littoraux. Et bon, il y en a eu sur la Loire de la part des autres membres de Projet Azur qui sont aussi des femmes, Anaëlle et Philomène, à qui j'envoie un petit clin d'œil. Et donc, mon parcours, en fait, ça a été que j'ai fait un premier projet itinérant engagé pour les littoraux méditerranéens en 2020, mais solo. Je n'avais pas fait d'assaut. Et ce projet m'a permis, enfin, je suis partie de Montpellier à vélo, je suis allée jusqu'en Croatie, ça m'a permis de rencontrer un tas de personnes hyper engagées, enfin, avec qui on partageait ces sujets-là. Et donc, j'ai notamment rencontré Annelle, qui était la fondatrice de Projet Azur. Et donc, j'ai rejoint le projet à la toute fin de mes études, ce qui m'a permis de construire les projets en Méditerranée, puis ailleurs, de la sensibilisation à travers des actions de terrain notamment. En fait, c'est le cœur de notre projet. Et après, toute l'année, on utilise ces aventures-là aussi pour restituer à travers des médias artistiques de manière générale. Donc oui, chez toi, il y a quand même il y a un mix de la sensibilisation et les aventures qui se font sur terre et en mer. Non seulement des expéditions de navigation, mais aussi des itinérances en montagne et à vélo. Très chouette. Merci. Et pour finir le tour de table, Louise Océane, avec ton projet Phoenix Expédition. Ouais, merci Héloïse et bonsoir tout le monde. Du coup, ouais, ce soir, je vais parler un peu du projet en fait que j'ai fait avant de rejoindre Women for Sea pour celles qui savent, enfin pour celles et ceux qui savent que je fais maintenant, du coup, comme Héloïse l'a dit, partie de l'équipe. Et du coup, en fait, quand j'étais en train de terminer mes études, j'ai commencé à monter, enfin, j'ai rejoint un capitaine qui était en train de monter ce projet qui s'appelait Phoenix Expédition. Et je l'ai aidé en fait à coordonner tout le projet qui était, on va dire, en one shot. C'est-à-dire que le projet est terminé, ça s'est passé en 2022 et voilà. Et en fait, on est parti de Bretagne jusqu'en Californie en passant par le canal de Panama pour en fait aller rencontrer des projets de régénération d'écosystèmes marins. Donc on va dire que c'était vraiment la thématique de notre expédition, dont l'image du phénix. Et en fait, on a rencontré 7 projets qui faisaient de la restauration d'huîtres plates, de coraux, de mangroves, d'herbiers marins, de forêts d'algues. Et en fait, on allait rencontrer ces projets-là. On a fait toute une web série sur YouTube justement pour sensibiliser à ces sujets-là. En fait, on voulait montrer qu'il y avait des solutions qui existaient, qu'il y avait des acteurs et actrices du terrain qui faisaient des choses incroyables. Et du coup, on avait voilà, un peu sur les réseaux sociaux, un blog, etc. Et c'était vraiment le côté sensibilisation, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas forcément de recherche. Mais voilà, on donnait un coup de main sur le terrain, on essayait de leur apporter de la visibilité, de les mettre en lien avec certains de nos partenaires, etc. Et donc ça a une expédition qui a duré 4 mois. Donc c'est quand même assez court pour faire une aussi grande distance. Ouais. Bretagne-Californie, c'est quand même, enfin, c'est beaucoup de milles. Et, euh, et voilà, on était 4 sur le bateau, donc que vous voyez en photo, qui est un petit monocoque de 36 pieds. Donc on était 4. Et voilà, on a préparé le projet pendant un an avant de partir. Et, euh, et voilà, en gros, pour présenter globalement le projet. Et le projet, donc, il y avait cette idée de sensibiliser, de faire le lien avec d'autres projets sur place, donc d'aller connaître et rencontrer plusieurs personnes. Donc, j'imagine qu'à chaque fois, il y avait, vu que t'as dit que 4 mois, c'était quand même assez rapide au vu de l'itinéraire que vous aviez. Donc, j'imagine que les rencontres se faisaient aussi, devaient être bien calées, quoi. C'est ça, il y avait toute une préparation en amont. Mm. Moi, au sein du projet, c'était ça, c'était trop. Parce que du coup, j'ai fait des études en biologie et écologie marine et Mhm. pas du tout de formation sur le bateau. Pour le coup, j'ai un peu appris sur le tas. Mais du coup, ma mission, c'était un peu de gérer justement toutes les escales, les rencontres avec les projets. Et en effet, pour qu'on arrive et que 2 jours après, on puisse être sur le terrain avec les porteurs de projets.
Ok, merci. Ben là, maintenant, on va commencer sur le déroulé sur les trois grands axes, donc Feel, Learn, Act, qu'on vous a parlé au tout début. Je vais arrêter rapidement le partage d'écran, comme ça je vous vois toutes. Et pour commencer sur la partie feel, donc comme Bertie disait, donc il y a plus de ressenti, des émotions. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, bah, qu'est-ce qui a été l'élément un peu déclencheur de vouloir partir à l'aventure? Je sais que vos projets, comme vous les avez présentés, on peut déjà voir qu'ils sont assez différents, qu'ils ont des objectifs assez particuliers pour certaines. Et donc, de savoir quelle a été un peu cette étincelle dans vous qui vous a dit je veux partir en aventure, je veux partir en expédition. Donc, je vais passer la parole à, à Lucie. Quel était cet élément déclencheur pour toi? Au tout début, donc avec Six Plastic, je pense que l'élément déclencheur, c'est vraiment à mon avis, c'est quelque chose qui nous rejoint pas mal, mais c'est l'envie d'aller dehors, quoi. C'est l'envie de faire de la science, mais en extérieur. À ce moment-là, je pense que c'est pas mal la curiosité scientifique de terrain, l'envie de comprendre des choses, mais en les comprenant, en les pratiquant soi-même et sur les lieux où on la voit. Donc là, l'idée, c'était de comprendre l'impact de la pollution plastique et du coup, le fait d'aller nous-mêmes tirer les filets en mer, de voir ces particules de plastique, c'est assez saisissant, quoi. Ça change vraiment du côté recherche très en laboratoire. L'envie d'aller dehors, à ce moment-là, j'avais presque jamais navigué, enfin voilà, 1 ou 2 journées, et j'avais l'énorme curiosité de découvrir ça. Et je pense que aussi, avant tout, ce qui guide un peu tout ça, c'est le côté aventure collective. Donc, c'est de se sentir avec un groupe avec qui ça match bien et avec qui on se sent d'aller faire plein de choses qu'on n'aurait pas imaginé possibles, quoi. Et Parce que après, toi, donc du ça, c'est... coup, Ouais, vas-y. toi, du coup, au début, c'était donc avec six plastiques, donc avec cette thématique particulière des plastiques, comment ils peuvent un peu infecter le tout, le milieu marin. Et donc, ta première navigation, comme tu disais, avant, tu n'en avais pas vraiment énormément fait. Et du coup, la toute première, c'était avec le projet six plastiques. Ouais. Et là, vous êtes parti en combien, pour combien de temps? Euh, on est parti, du coup, on était 4 à porter le projet, avec Quatre. Marine, Marie, Sarah et moi, avec un skipper qui nous a accompagnés, qui s'appelle Florian. Et on est parti de Bretagne. On est surtout resté en Méditerranée parce que c'était là qu'il y avait la plupart de nos protocoles. On a fait une vingtaine d'escales pédagogiques au milieu des prélèvements au filet. Et oui, oui, Enfin, j'avais participé à 2 régates avec un club Mais voilà, c'est tout. 2 fois 3 heures dans l'eau, quoi. Et voilà. Donc, Oui, première navigation qui a duré 4 mois. Au début, je me pas suis mal de dit qu'ils courage quand étaient, même. je me suis dit qu'ils étaient un peu fous, ces marins, mais au final, j'en suis pas repartie, quoi. Mais ouais, donc voilà, c'était ça. Et puis après, petit à petit, ça s'est transformé en... Là, à ce moment-là, c'était quand même déjà un gros projet. Enfin, on a fait une levée de fonds de 100 000 euros. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était très engageant, mais sur lequel j'avais pas forcément imaginé continuer sur le long terme. Et en fait, petit à petit, c'était aussi la construction d'un vrai projet pro en lien avec ça. Et du coup, le fait de passer les certificats de marin professionnel, d'aller travailler avec différentes structures qui travaillent sur des voiliers scientifiques, pour au final faire le métier que j'ai là aujourd'hui, qui est vraiment à l'interface entre le côté navigation, le côté pédale, le côté science. Là, ça a été un peu plus une réflexion de long terme où je sais qu'aujourd'hui, dans mon métier, je cherche à avoir vraiment une vraie partie terrain, mais aussi une vraie partie bureau, avoir tous ces Hmm. équilibres-là entre le côté être dehors, mais aussi avoir le temps de bien gérer un projet, de parler avec des personnes à l'extérieur, de prendre le temps de faire de la science. Enfin, voilà, une vraie envie de faire se Et, rejoindre do- tout ça. et donc, toi, vraiment, avant de partir, le ressenti que tu avais, c'était cette curiosité et même envie d'avoir des réponses assez concrètes côté de la science, de quelque chose, d'une thématique qui te travaillait.
Et au fur et à mesure, je vois que tu as quand même assez encadré toute cette expédition pour en faire pour le mettre au sein d'un métier, de ton métier professionnel après. Mm. Est-ce que je Après, suis juste? oui, oui, Hmm. c'est juste, ouais. Je pense que c'est aussi la manière dont je l'exprime, mais en réalité, ça s'est quand même décidé autour d'un apéro de manière assez spontanée, enfin, un peu Ok, comme beaucoup de choses dans la vie, je pense. ok, Mais voilà, ouais. ça reste aussi des fois des choses qui nous titillent sur un Mhm. moment et qui font qu'on se lance, quoi. Ok. Et toi, Solène, c'est aussi parti d'un apéro. Quel a été l'élément ou le moment un peu décisif de partir en aventure? Et J'en bah, profite juste, oui. Solène, pour Blandine, oui. il y a une petite question, mais comme c'est pas une grosse question, si tu peux, Solène, nous donner aussi du coup tes études, ta formation, parce que voilà, ça a été une question et comme ça au moins ça se Ça met marche. Ouais. dans la suite. C'est Bah, ça fait parfait. une bonne transition parce que enfin, c'est pas complètement lié, mais j'ai fait une licence de droit international et un master de négociation de projets internationaux, enfin de langue, quoi, de gestion de projet classique. Et mon stage de fin d'études a été avec Projet Azur. Donc, c'est ça qui m'a un peu mené Ok. vers ça. Mais en fait, l'élément déclencheur avant, c'est quand je suis arrivée à Montpellier pour mon master. C'était pas tout à fait un apéro, mais c'était un festival du voyage et de l'aventure sur lequel en fait j'ai rencontré des gens qui présentaient des films de voyage, d'aventure. Et ça faisait longtemps que j'avais dans un coin de ma tête que je voulais parcourir l'Europe à vélo. Et j'avais une petite passion naissante pour la mer aussi. En habitant à Montpellier, j'étais pas loin. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est des gens normaux qui font ça, parce qu'en ayant échangé avec les aventuriers qui présentaient leurs films, j'ai complètement désacralisé le truc. Et je me suis Mm. dit, bah vas-y, let's go, je vais faire ça. Et j'étais dans un master où j'avais pas mal de temps libre. Et donc, en fait, j'ai commencé à monter le premier projet où je suis partie à l'aventure. Et en fait, je voulais vraiment donner un sens. Et pour donner des sens aux choses, du sens aux choses, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, c'est quand j'avais beaucoup de passion. Et donc, bah, cette passion naissante pour la mer a continué de grandir. Et c'est comme ça que je suis partie la première fois à vélo en Méditerranée, à la rencontre des acteurs de la protection du littoral. Et le fil s'est déroulé petit à petit. J'ai rencontré Projet Azur, etc. Et voilà où j'en suis maintenant complètement addict à l'eau salée de la mer et à tout ce Donc, une, qui... donc une combinaison des choses et au final, on s'aperçoit que qu'au début, c'était pas assez construit. Ça a été vraiment une envie qui est venue, des échanges par là, par-ci, l'entourage qui vient nous donner des idées. Louise Océane, du coup, j'ai un peu envie de savoir de ton côté si c'était aussi comme ça. Et je pense qu'on l'entrevoit un peu parce que tu nous as dit que tu n'étais pas partie en mer où tu avais aussi peu d'expérience avant de partir. Donc, je te laisse en dire aussi deux mots. Ouais, c'était un peu, enfin, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire que bah, je faisais des études en biologie, écologie marine, j'étais souvent dans l'eau, enfin, je fais plein d'autres activités nautiques, on va dire, aquatiques, mais je faisais pas vraiment de bateau. Et en fait, c'était en revenant de mon année de césure où je suis partie faire des stages, etc. C'était en même temps que l'année Covid. Et en fait, c'était un peu le moment Mm. où tu te poses les questions de, OK, je fais quoi? J'étais en licence en Angleterre à ce moment-là. J'étais, ah bon, qu'est-ce que je fais après? Et en fait, le côté master, recherche, doctorat, machin, ça m'appelait pas du tout. Et en fait, j'étais là, en fait, pas que j'en ai marre d'apprendre sur la mer, mais j'en ai marre d'en apprendre sur la mer dans les bouquins, dans mes lectures et tout ça. Théoriquement. Voilà, j'ai envie d'expérimenter la mer, en fait. J'ai envie de savoir ce que c'est, de vivre en mer, enfin, vraiment de me confronter à ça. Et puis, bah, j'étais un peu bercée par pas mal d'expéditions. Je pense que en France, on a quand même beaucoup. Enfin, on a un pays où il y a énormément d'expéditions, etc., de navigateurs, de navigatrices, etc. Et du coup, il y avait quelques projets comme ça qui m'inspiraient. Il y avait Tara, il y avait Under the Pole, il y avait Unimondo qui avait commencé ses expéditions. Et moi, l'expé qui m'a vraiment enfin, déclenché l'envie, c'était Lords of the Ocean. Donc, c'est un groupe de Bretons qui est parti en voilier, plonger sans cage avec les requins les plus dangereux. Et en fait, pour montrer à quel point, en fait, ils n'étaient pas, enfin, c'était pas des mangeurs d'hommes. Et du coup, ils ont fait toute une web série et tout ça.
Et moi, à l'époque, le sujet qui me passionnait, c'était la régénération des écosystèmes marins. Parce que je trouve ça incroyable comme sujet. Et du coup, je me suis dit, et si je faisais un Lords of the Ocean, mais en mode avec la régénération des écosystèmes marins? Et c'est un peu de là qu'est partie l'envie. Et du coup, de manière un peu naïve, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, oui, j'avais pas de bateau, je savais pas naviguer. Enfin, ouais, je me suis dit, bah, vas-y, je vais commencer à en parler autour de moi et tout ça. Et en fait, pour la petite anecdote, le truc assez fou, c'est que du coup, j'ai contacté Lords of the Ocean, qui avait été vraiment ma source d'inspiration. Et j'ai parlé avec Jérôme, le capitaine, et il se trouve que son voisin de ponton à Brest, dans la marina de Brest, c'était Pascal, le capitaine de Phoenix, qui était en train de commencer à monter une expédition autour de la régénération des écosystèmes marins. Et du coup, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, faut trop que je te mette en contact avec Pascal. Et en fait, j'ai eu Pascal au téléphone. Mais voilà, enfin, pareil, quoi. C'était pas autour d'un apéro, mais c'est vraiment l'opportunité qui arrive un peu comme ça. Et j'ai eu Pascal au téléphone, on s'est trop bien entendu. Il m'a dit, bah, ça te dit, tu m'aides à monter le projet, tu viens à bord. Et c'est comme ça que le projet s'est fait. Et donc, après, bah, j'ai commencé à passer quelques niveaux quand même de voile. Je me suis un peu entraînée dans la rade de Brest et tout ça. Et voilà, le projet s'est fait un peu comme ça, quoi. Donc là, je vois, bon, on voit qu'il y a quand même une volonté qui est partie de vous, déjà de vos curiosités, après un mélange aussi d'inspiration de votre entourage, des personnes que vous connaissiez ou de ce que vous avez déjà en tête de ce que vous voulez faire après. Et je voulais savoir, vu qu'on est encore sur l'idée de fil, des ressentis, est-ce qu'il y a eu donc une évolution de vos ressentis au fur et à mesure? Bah, j'imagine que oui, sans vouloir biaiser rien du tout. Mais donc, quel était un peu l'imaginaire ou l'idée que vous faisiez avant de partir en aventure, en expédition? Comment cela, ça s'est passé sur le concret, dans la réalité, pendant l'expédition. Et après, comment a été cette évolution de sentiment, tant qu'on est sur le fil. Euh, je passe la parole à Solène. Est-ce que je te vois réfléchir? Je ne sais pas si tu as déjà une Ouais, réponse. bah, c'est vrai que je me disais, bah, comment, enfin, c'est assez difficile de prendre du recul parce que tout s'est un peu enchaîné de manière assez naturelle, vraiment à mesure des opportunités et des rencontres. Et en fait, les sentiments qui sont nés à chaque. Bah, pour le coup, dans le projet Azur, on faisait des aventures entre 2 semaines et 4 mois. Donc, c'est chaque nouvelle aventure avait un peu son lot de surprises, d'émotions et d'apprentissage différents. Et c'est un peu en dents de scie, en fait. On peut être assez excité avant de partir, on part et au début, ben, on a plein d'énergie. Il y a aussi ce truc de savoir se gérer soi-même parce que c'est toujours ben, évidemment plein d'étapes où on va aller au contact des gens et où il faut, ben, on veut transmettre un certain nombre de choses et en même temps, on veut que les gens participent et on aimerait voir l'impact et on voit pas forcément l'impact. Donc là, il peut y avoir du découragement et en même temps qu'il y a des Mm. gens qui nous encouragent à le faire, donc on continue à le faire parce qu'on se dit que ça sert à quelque chose. Donc c'est un peu, enfin moi, je sais que j'ai beaucoup appris à ces sujets-là. Il y a des moments où je m'en suis fatiguée aussi de pas forcément voir de changement alors qu'on essaye d'en apporter un. Et puis, bon, après, il y a toujours des personnes, enfin des individus qui viennent nous dire depuis qu'on t'a rencontré, qu'on a rencontré le projet Azur, on a changé ça dans notre quotidien, ou on s'est mis à faire ça, ou on a envie de faire ça. Et je pense que c'est peut-être ça qui est assez remotivant. Et petit à petit, bah, c'est aussi la dimension individuelle ou collective du projet et d'entendre parler aussi Lucie et Louise Océane, de savoir que, enfin, être seul sur un kayak ou seul sur un vélo, c'est une chose, et être à plusieurs en bateau, je pense qu'on apprend à se connaître soi-même et à se connaître dans un groupe. Et moi, je sais que la dimension collective prend enfin, de plus en plus d'importance aussi pour ce genre d'action. Et bien que c'était, même si les itinérances en solo, c'était quand même collectif dans le sens où on s'arrêtait plus d'une fois par semaine, enfin au moins une fois par semaine pour rencontrer des gens et faire des actions. Donc voilà. Enfin, Ok. Bon, une grande oscillation donc des sentiments, un grand excitement, un désencouragement parfois parce qu'on ne voit pas le résultat directement de manière instantanée.
et après des petits moments de réencouragement avec les échanges donc, que la partie collective peut emmener. Euh, Lucie, est-ce que toi aussi ça a été assez similaire? Comment ça s'est passé aussi en équipage pour toi? Ben, je rejoins vraiment beaucoup ce que tu as dit, Solène, sur le fait que ça aide à apprendre à se connaître soi-même. Enfin, je pense la première fois qu'on fait une grosse aventure comme ça, on se laisse surprendre par pas mal de choses. Et moi, c'est des choses que j'ai trouvées assez magnifiques. Le fait d'être coupé pendant longtemps, d'être en itinérance pendant très très longtemps, avec quelque chose qui n'est pas que du voyage, quelque chose qui a aussi un vrai but et une vraie substance. Et, euh, et on apprend à se découvrir aussi dans des situations assez limites, quoi. Enfin, je pense que c'est Mm, ça la plus grosse formation. On en parlait avec l'équipage tout à l'heure d'ailleurs, mais de se dire dans ces moments-là, il y a toujours, enfin, toute expédition, tout projet d'aventure, j'avais entendu une phrase qui disait que l'aventure, c'était l'autre nom pour parler des galères, quoi. Quand on dit qu'on a fait une bonne aventure, c'est que. Et en fait, ça rend flexible, ça rend hyper apte à rebondir à l'imprévu, voilà, à se dire, OK, s'il y a un problème, bah, on va trouver la solution. Et du coup, dans la vie, ça facilite quand même pas mal de choses. Et je trouve que ça souligne encore plus la force du groupe dans ces moments-là, pour ce qui était du coup des aventures en collectif. Mais le fait de pouvoir se soutenir, le fait de pouvoir, quand on cherche une solution et qu'on s'y met tous à réfléchir, et tout à réfléchir, c'est dingue les choses qui en sortent. Et ça aide à vraiment aller de l'avant, quoi. Il y a aussi le côté où il y a différentes casquettes à chaque fois dans ces groupes. Il y en a qui sont plus sur le côté foncé, il y en a qui vont plus être à ramener terre à terre, il y en a qui. Enfin, et ça, c'est des belles complémentarités. Et je pense que ouais, sur les ressentis qui ont évolué, c'était le fait d'apprendre à se connaître dans des situations à la fois des fois hyper simples et magiques, et à la fois hyper compliquées. Et de mm. sentir que j'avais l'impression d'être à ma place et que les personnes avec qui j'étais l'étaient aussi. Et ça, c'est assez agréable. Ça me paraît assez surprenant et euh, parce qu'en même temps qu'il y a une évolution individuelle, personnelle de vous-même, de vous connaître dans des situations qui peuvent être parfois assez même dangereuses, j'imagine, qui vous mettent un peu à bout. En plus, en tenant compte que vous avez la plupart du temps un certain engagement pour ce que vous faites. Euh, et du coup, en même temps qu'il y a tout ce côté individuel qui évolue, que vous connaissiez, vous êtes en train aussi de connaître votre équipage et voir comment chacun réagit à des situations, en sachant que parfois chacun a un rôle aussi au sein de la navigation, au sein du bateau. Euh, ouais, ça me paraît assez impressionnant comme dynamique qui peut se faire dans le bateau même. Louise Océane, euh, comment ça s'est passé pour toi en équipage, en plus un petit équipage? Ouais, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a vraiment le côté individuel et le côté équipage qui sont forcément liés. Mais c'est vrai que nous, on était quatre. C'était des personnes que je ne connaissais pas vraiment avant le Mm, projet. Donc en fait, tu te confrontes. C'est un peu enfin, moi, ça a été un peu la première fois où je me suis confrontée à travailler en fait avec des personnes et vraiment à travailler du coup parce que, enfin, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que dans ce genre de projet, tu es à 10 000% dans le truc. C'est la première fois que je me suis confrontée à travailler avec des personnes qui n'avaient pas forcément la même façon d'être, la même façon de travailler, la même façon de s'organiser, la même façon de voir les choses. Et, euh, et ça peut être difficile. Pour moi, ça a été un côté très, très challengeant personnel, puisque, puisqu'en plus, quand c'est un projet où tu y mets tellement du tien, parce que ça te fait vibrer, il vient de l'intérieur et tu as juste envie mm, de le réaliser, quand tu te confrontes du coup à des difficultés comme ça peut, du coup, justement, ça peut faire chuter la motivation, ça peut être frustrant, etc. Mais bon, du coup, c'est des méga apprentissages. Et après, en effet, pour le côté motivation plus individuelle, pas forcément liée à l'équipage,
c'est vrai que bah, ça va, ça vient. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'était bah, justement le fait d'être à 10 000% dedans, que tu es immergé constamment dans le projet. Du coup, tu peux, et Solène a un peu évoqué la partie gestion de soi, où du coup, bah, tu penses qu'à ça, tu ne parles que de ça, et du coup, tu peux un peu t'y perdre. Et ça peut être Mm. très, très fatigant. En plus, bah, le côté voile, enfin, le côté navigation et tout ça, c'est quand même un rythme qui est épuisant. Mm. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où on se forçait en fait à sortir du projet. Bah, alors, pas en mer du coup, mais quand on était à terre, on essayait de se créer un peu des sas où en fait on n'était pas ensemble, chacun faisait sa vie, chacun faisait autre chose que parler du projet et tout, parce que pour un peu recharger, même si c'est un projet qui te nourrit, qui est très inspirant, etc., je pense que c'est important aussi de prendre ce temps et de se dire, en fait, de séparer un peu l'individu et le projet. Euh, donc voilà, et puis après, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à la motivation et même les ressentis, c'était vraiment pareil, un peu les montagnes russes par rapport au fait d'être complètement coupé du monde. Voilà, pendant les naves, d'être vraiment dans ta bulle, dans ton équipage. C'est magnifique, c'est génial, ou pas, parfois c'est compliqué, mais tu es quand même assez isolé. En plus, nous, c'était le moment où bon, il y avait les élections présidentielles, il y avait la guerre en Ukraine qui commençait, enfin, c'était assez intense en Europe. Et donc, tu es en mer et c'est un peu waouh. Mais du coup, tu arrives à terre, tu enlèves ton mode avion et tu reçois un peu Tout retourne. tout ce qui se passe à terre. Et moi, à chaque fois, je trouvais ça très, très brutal. Même de retrouver Mm. la ville, les voitures, le monde, les sollicitations. Je sais que c'est des moments où tu te prends un peu un truc dans la face et ça pouvait être un peu compliqué à gérer ça. Oui, donc pas du tout évident cette oscillation de sentiments, d'émotions, mêler l'engagement avec aussi une démarche assez demandante pour le corps, d'être en navigation, d'être tout le temps, devoir être alerte. Voilà, je vais en finir avec cette partie fil. Je pense qu'on a pu faire le tour et passer donc à l'orne parce que à chaque fois vos projets de manière de la même manière, mais un peu différente, avait des leçons, avait un cadre spécifique dans lequel vous partiez. Et du coup, vous savoir à deux niveaux quelles sont les leçons, les apprentissages que vous avez pu en tirer ou que vous vouliez en tirer en partant à un niveau vraiment bah, personnel. Quelle était la leçon de votre côté, de cette aventure humaine que vous avez vécue? Et après, côté environnement, terrain, en fonction du projet dans lequel était votre aventure. Voilà, quelles sont les deux leçons à tirer. Je reviens vers Lucie. Dans les leçons à tirer, enfin là, par rapport au fait qu'on soit du coup dans une visio Woman for Sea, et que je pense qu'il y a pas mal de questions qui nous ont toutes taraudées aussi par rapport à ça, sur ce que ça pouvait être que d'être une femme dans ces choses-là. À Sea Plastics, nous, quand on a créé quand on a créé notre expédition, on était quatre femmes et en fait, on s'est rejointes là-dessus parce que je pense que chacune, l'une pour l'autre, enfin, pour moi, c'était les trois les plus à même d'endosser les casquettes qu'elles allaient endosser et que c'était les plus compétentes que je voyais pour faire ça. Ça, je pense que c'était un sentiment très partagé. Et on a créé cette expédition-là. Et en fait, c'est petit à petit qu'on nous a dit, ah, mais vous êtes quatre femmes. Et on l'avait même pas relevé. Enfin, c'était même pas quelque chose sur lequel Mm. on n'avait même pas mis de mots là-dessus, quoi. Et, et c'est petit à petit, en fait, quand on nous l'a dit de l'extérieur, qu'on s'est dit, ah, mais en fait, c'est vrai, c'est bizarre d'être quatre femmes à faire un projet d'expédition scientifique à la voile. Et là, il s'est repassé une situation comme ça avec Unimondo où on fait du recrutement de médiateurs, médiatrices scientifiques et équipiers bénévoles sur le bateau. Il y a beaucoup de candidatures femmes et il y a eu un équipage 100% féminin à l'automne. Et encore une fois, en fait, c'était pas une volonté et c'est juste une histoire de sélectionner les personnes qu'on a estimées les plus compétentes pour faire ça. Il se trouvait que c'était des femmes et voilà. Et il y a toujours un peu une espèce
de choses de ah, mais vous êtes des femmes, c'est exceptionnel. Et en fait, enfin, pour nous, c'était juste normal, ça se passait bien. Et du coup, au contraire, moi, je pense qu'il y a des qualités que je trouve chez les femmes qui font d'elles des extrêmement bonnes navigantes, quoi. Que ce soit des extrêmement bonnes capitaines, équipières ou même dans tout ce qui est coordination de projet, qui malheureusement, on la met encore dans des cases d'attributs genrés, de type l'écoute, le fait de pouvoir rester calme, de réussir à discuter tranquillement de certaines choses, de faire ensemble. Et en fait, il y a plein d'hommes qui ont ces particularités-là aussi. Évidemment, il y a pas de mais ça fait pour moi des personnes qui sont aujourd'hui hyper pertinentes dans ces projets-là et malheureusement, pas encore assez représentées. Et je pense que les personnes avec qui on a vécu ces moments-là, on s'est rendu compte aussi de ça, que on peut faire ces projets-là. C'est pas des projets où on faisait pour être des femmes dans un projet. On faisait le projet avant tout Mm. parce que c'était mettre en œuvre des choses qui correspondaient à nos projets pro, perso, enfin voilà, des vocations, quoi. Et, euh, et je pense que ouais, le conseil que j'ai envie de donner, c'est tout le monde est méga, méga, méga légitime à lancer ça. Et comme elle disait Solène, en fait, quand on se lance dedans, on déconstruit carrément le fait que ce soit un monde un peu cloisonné, inaccessible. Et, euh, et qu'au contraire, pour moi, on aurait énormément à gagner dans les ambiances qu'il y a sur les bateaux, dans la manière dont sont gérés tous ces projets-là, à féminiser un peu la profession ouais, voilà. Enfin, pour moi, c'est des qualités qui font des projets d'aventure encore meilleurs avec ces choses-là. Oui, en effet, on ne l'avait pas encore pointé, mais du coup, bah, toi, c'était du coup un équipage 100% féminin, alors qu'il n'avait pas intention de l'être. Ça s'est fait bah, du fait des compétences et des personnes que vous recherchiez pour votre projet. Donc, vous n'aviez pas l'intention au début, euh, on va dire, de quoi que ce soit de peut-être militant ou autre, de féminiser le milieu et la navigation qui est encore à nos jours comme plusieurs secteurs très, très masculines. Euh, mais du coup, en voyant cette perception que cela étonnait les autres ou qu'ils s'étaient relevés, mentionnés du fait comme quelque chose de curieux, d'étonnant, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait dans toi? Comment tu le Ouais, voyais? bah, je pense que ça fait bizarre. En effet, on se dit un peu, bah, ça va, je suis pas une femme, je suis une humaine en train de faire un projet scientifique, pédagogique, en train de naviguer. Et en même temps, bah, si ça peut servir d'inspiration, banco, allons-y, c'est tout ce que, enfin, c'est génial si ça peut servir à ça en plus. Et, euh, et ouais, je pense que pour moi, ça a vraiment servi d'exemple et ça permet de tirer des leçons aussi sur des manières de fonctionner en équipage qu'on reproduit tout le temps. Et il y a eu plein d'équipages mixtes aussi, hein, qui sont top à chaque fois parce Mm. qu'on met en place aussi ces manières de communiquer, d'échanger, de travailler où bah, ça dépote, tout se passe bien et on prend le temps en fait de se poser, de se dire, OK, comment ça va, tout ça. Et c'est des choses du coup qui sont bah, où ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'on peut décloisonner des genres, ces choses-là, quoi. Et d'un côté plus environnement, terrain, quel, peut-être quelle découverte, quel résultat des collectes que vous avez faites qui t'a surpris ou voilà, que tu voudrais partager? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de Il plastique y a dans la beaucoup de choses. mer. Donc, ouais, Ben ouais. ouais, enfin, après les découvertes, c'est vrai que quand on tire le filet, donc ben, avec ces plastiques, c'est un filet en profondeur à 100 mètres, qu'on le remonte et qu'on voit la quantité de choses qu'il y a dedans, ça fait vraiment peur. Donc Mm. c'est assez saisissant et je pense que c'est ça qui donne l'énergie aussi derrière d'aller en parler, d'animer les ateliers. Et, euh, et surtout ce qui est recherche arctique, c'est pareil, c'est des zones où les changements, on les voit beaucoup plus rapidement que chez nous, en termes déjà de couleurs, en termes de changement de paysage. Donc c'est des choses qui, quand on les vit, Ouais, ça nous prend et ça aide, je pense, ça aide aussi quand on en parle, forcément, ça donne de la vie un peu au message. Donc ça donne un ouais, vécu, c'est des hein, choses c'est assez... ça. Ouais. Mm.
Ok. Merci aussi. Solène, toi, de ton côté, quelles étaient les leçons que tu as pu tirer côté individuel et côté plus environnement? Et ben, côté individuel, ça se rejoint un peu avec la question précédente et le côté environnement, ça va se rejoindre aussi, donc j'ai envie d'aller directement là-dessus. Mais enfin, d'un côté, déjà, moi, j'ai beaucoup appris à mesure que je menais les projets, soit parce que je me renseignais avant de partir et aussi en faisant en fait enfin, en menant les actions, que ce soit des ramassages de déchets, que ce soit des ateliers de sciences participatives. Et notamment avec ces ateliers-là, ben, en fait, j'apprenais en même temps que je menais les ateliers, enfin, avant déjà pour les prendre en main. Et ensuite, ben, les participants, ils ont des questions et on n'a pas la réponse à tout. Donc, parce qu'en fait, on arrive et on n'est pas experte. Je ne suis pas une scientifique qui vient faire un protocole de sciences participatives. Je suis une citoyenne qui met à disposition un protocole citoyen. Donc, ben, forcément, je n'avais pas les réponses à tout. Donc, ça m'a permis de me questionner et d'avoir certaines réponses. Et en même temps, bah, un peu comme ce que disait Lucie, ça permet d'être sur le terrain, en fait, de faire ce genre d'expédition et de se rendre compte concrètement ce qui se passe sur le terrain de par les actions, mais aussi de par les rencontres et les témoignages des personnes qu'on rencontre. Enfin, c'est vrai que enfin, en le voulant, sans le vouloir, finalement, il y a beaucoup de ces expéditions où j'ai été à recueillir des témoignages. Enfin, beaucoup, enfin, c'était le cas à chaque fois, des fois volontairement et des fois un peu involontairement. Et c'est là où, en fait, les personnes, enfin, je pense par exemple dans les Alpes, c'est des personnes qui étaient là depuis des dizaines d'années et qui pouvaient vraiment témoigner de la fonte des glaciers, par exemple. Et ils le racontent avec des larmes dans les yeux. Donc, enfin, c'est pas que j'y croyais pas avant d'aller dans les Alpes, mais ça me touchait pas autant. Mm. Je le savais. Et donc, le fait d'être sur le terrain, de vraiment parler avec des personnes qui le vivent et qui vivent aussi les conséquences, ben forcément, c'est un peu plus. Enfin, c'est une des choses parmi tant d'autres qui sont des apprentissages par rapport à l'état de l'environnement à l'heure actuelle. Voilà. Et ces témoignages que tu pu avoir, qui sont venus donc nourrir aussi j'imagine, donc ton process, euh, même d'apprentissage, de comment tu mets en place tes sensibilisations. Est-ce que tu l'as vu directement, comment tu pouvais ajuster tes prochaines sensibilisations du fait ou ça t'est venu un peu au fur et à mesure? Hein? Bah, ça vient un peu au fur et à mesure parce que des fois on est plongé dans un projet, on sait que de toute façon c'est parti pour 2 mois, 3 mois, donc bah, on va aller jusqu'au bout parce qu'on s'est engagé moralement auprès de l'asso, auprès de partenaires, etc. Et en fait, autre chose, c'est que enfin, malheureusement, on a touché plein de personnes, mais on a souvent touché des personnes qui étaient déjà un peu conscientes. Et donc, il y a Oui. ça aussi d'essayer dans les sensibilisations Mm. d'aller toucher des personnes qui se sentent moins concernées et pas de le faire en allant donner des leçons, mais en le faisant, en essayant d'au moins intéresser un peu les gens. Donc, il y a eu ça aussi, ouais, sur enfin, comment on fait pour vraiment avoir de l'impact. Et là, je sais que même pour les projets futurs, je pars de ce que je sais, mais j'ai aussi envie d'aller identifier alors des besoins humains, sociaux ou alors environnementaux pour y répondre plutôt que de dire on va partir un peu, pas les yeux fermés, mais on est parti avec ce qu'on savait, mais d'aller un peu plus loin dans comment on fait pour avoir de l'impact, quoi. Et comment atteindre donc un public qui ne serait pas déjà sensibilisé Notamment, ouais. euh, et est-ce que c'est possible aussi de le sensibiliser sans qu'il soit... Mais ça, c'est une autre question encore. Euh, Louise Océane, et toi, du coup, même question. Quels ont été tes apprentissages? Je rejoins énormément Solène sur le côté rencontre. Pour moi, ça a Mm. été vraiment la plus belle chose de l'aventure, je pense, au-delà du fait de naviguer, etc. Mais en fait, de rencontrer des personnes de terrain qui clairement enfin, mettent tout leur temps et leur énergie sur des projets qui parfois échouent. Enfin, c'est compliqué quand même de restaurer des écosystèmes. Euh, c'est assez récent qu'on commence à faire ça. C'est très compliqué dans un monde qui change à la vitesse à laquelle il change. Et du coup, c'était hyper
hyper inspirant. C'était pour moi une vraie genre, bouffée d'air dans toute mon éco-anxiété face à l'impact qu'on a sur la mer. C'était vraiment génial de voir justement qu'il y avait des personnes qui essayent en fait, qui parfois échouent, mais qui parfois réussissent à différentes échelles. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Mais du coup, même en tant que, un peu avec ma casquette biologie, écologie marine, j'ai appris pas mal de choses sur les différentes méthodes, etc., qui existent. Et en même temps, devoir me confronter en fait aux différents freins qui existent aujourd'hui, que ce soit administratif, financier pour ce genre enfin voilà, pour ce genre de projet, qu'il suffit pas juste d'avoir les bonnes conditions environnementales et de se mettre la main à la pâte. C'est vraiment très très complexe. Donc ça, c'était hyper intéressant sur ce côté-là. Et après, oui, pour le coup, comme je disais, c'était vraiment de la sensibilisation. Et moi, j'avais vraiment envie qu'on parle de quelque chose dont on parle peu aujourd'hui. On parle un peu quand même souvent des mêmes sujets par rapport à la protection de la mer. Et, euh, et justement, parce que j'étais dans ce truc d'éco-anxiété, etc., et qui, je pense, touche la majorité des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe actuellement, c'était de montrer qu'il y avait d'autres directions possibles ou qu'on pouvait essayer de prendre ces directions-là. Et, euh, et donc, nous, c'est vrai, ce que Solène dit, c'est que tu touches quand même les personnes un petit peu déjà sensibles au sujet. Moi, j'ai déjà entendu ce truc on parle un peu dans notre bulle, mais c'est pas tant sortir de la bulle, parce que je pense que c'est très compliqué de faire rentrer des gens dans ta bulle, mais c'est Mm. d'étendre la bulle un peu plus, en fait. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on était pas mal ça a été beaucoup de nos proches et tout ça qui, finalement, c'est un peu, voilà, ton premier cercle, ton deuxième cercle, qui connaissent pas vraiment Mm. ce sujet et qui vont, du coup, commencer à s'intéresser à des sujets qu'ils connaissaient pas forcément. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis après, les leçons sur l'aventure humaine, je crois que je l'ai un peu déjà mentionné, mais ouais, ce côté d'apprendre à faire avec d'autres points de vue et tout. C'est Je intéressant. voulais revenir rapidement sur la partie, donc toi, la thématique était de la régénération euh, du milieu marin, des systèmes. Et donc la plupart la totalité des projets avec et des personnes qui avaient des initiatives pour étaient dédiées à cette thématique. Est-ce que tu en as une que tu voudrais partager pour illustrer un peu? Ouais, carrément. Et enfin, ça match le thème de Women for Sea, mais en gros, on était au Costa Rica. Et pareil, là, c'est un projet. Enfin, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de réseau. C'est vraiment un projet hyper local. Et en fait, il se trouve que à la fac, j'avais un de mes profs justement sur le sujet de restauration écologique qui venait du Costa Rica. Et que quand je lui ai parlé de mon expédition, il m'a dit, il faut que je te mette en contact avec Maria. Et Maria, 1 m 50, qui a en fait monté un groupe de femmes locales enfin, ouais, dans son petit village, en gros, il y avait des mangroves qui avaient été déforestées pour récolter le sel, en fait, parce que c'est un milieu très salé. Donc, ils avaient coupé toutes les mangroves pour justement exploiter le sel. Et en fait, ils avaient laissé un peu à l'abandon. Enfin, quand je dis ils, c'était une entreprise qui avait fait ça. C'était pas du Ok. tout les locaux. Donc, c'était une entreprise qui avait fait ça. Et, euh, et en fait, ils avaient laissé à l'abandon, je sais plus combien d'hectares c'était. Et en fait, Maria, qui bossait comme dans un parc naturel, enfin, en tant que scientifique, etc., elle a levé les fonds et elle a recruté plein de femmes qui n'avaient pas de travail dans le village. Et en fait, elles ont commencé à recreuser, à replanter, etc. Et, euh, et en fait, l'eau a commencé à revenir à ce niveau-là. Les plantes ont commencé à pousser naturellement aussi, sans forcément les planter via main humaine. Mhm. Et en fait, 5 ans plus tard, on voit que la forêt de mangrove, elle a commencé à repousser, qu'il y a des poissons qui reviennent, etc. Et, euh, et ça a été incroyable cette rencontre parce que voilà, c'était l'exemple type d'un projet local, d'une communauté locale
qui fait les choses, Avec quoi. un réel impact. Et, Ouais. et puis, enfin, c'était juste aussi la personne de Maria, voilà, toute petite, mais avec une énergie qui déborde. Et ça m'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Une belle touche de fin de la partie learn. On va passer à la partie act avant de passer à vos questions. Je pense qu'il y en a eu, il y en a eu pas mal. Ouais, je vois Blandine qui me fait avec l'œil. Du coup, côté act, donc, bah, vous demandez à vous trois un conseil pour quelqu'une qui veut se lancer, qui veut partir en aventure, qui ne sait même pas par où commencer. Je m'inclus un peu dedans en faisant la question. Est-ce qu'il y aurait des étapes à suivre? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? Voilà, donnez-nous un peu le fil conducteur, si je peux dire. Solène, je commence par toi. Euh, on l'a un peu dit déjà, le fait d'oser. Et j'ajouterais peut-être le fait de laisser 50% à l'imprévu et 50% à ce qui veut se faire, de ne pas vouloir tout contrôler, quoi. Ouais. Et la dernière chose que j'avais en tête pour essayer de résumer mes pensées, je me suis notée, j'ai un peu triché pour. Euh, c'est de pas trop. Enfin, un peu, évidemment, prendre les conseils des gens, mais pas trop écouter les gens qui croient pas en le projet ou qui s'en moquent d'une certaine manière parce qu'on peut être vu comme des utopistes un peu des fois quand on a des idées comme ça. Donc, c'est pas Ok. trop écouter les personnes qui ont des avis négatifs et plutôt aller se rapprocher pour nourrir les idées parce qu'au début, on va partir soit de plein d'idées ou d'une idée, mais on sait pas trop comment s'y prendre. Bah, c'est important d'aller prendre des conseils auprès d'autres personnes, je pense. Je le vois comme ça, et il pourrait y avoir plein d'autres étapes plus concrètes, et peut-être que les filles en parleront, je sais pas, mais c'est ça qui, enfin, peut-être les choses à apprendre, à avoir dans la tête, quoi. Ouais, ouais, non, des bons conseils. Pas trop vouloir prévoir, quand même un peu. Et au fond, faire un peu gaffe à ceux qui sont un peu trop pessimistes parce qu'ils viendraient déjà un peu heurter le projet alors qu'il commence à peine à se développer. Mm. Lucie, toi, ton conseil, tes conseils. Bah, ça rejoint pas mal ce que dit Solène, de vraiment pas hésiter à oser. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se font pas juste à cause d'un sentiment un peu de non-légitimité ou d'imposture. Et en fait, je pense qu'on n'a rien à perdre à essayer. On risque, enfin, théoriquement, on risque pas trop pour notre vie. Ça dépend dans quel état on part en bateau. Mais enfin, ouais, non, je dirais que faut tenter et qu'il y a pas grand-chose à perdre au final que de se dire, allez, on y va. Euh, de pas hésiter à contacter un max de personnes. Il y a des milieux où il y a quand même beaucoup d'entraide, le milieu de toutes ces initiatives d'aventure, parce Hmm. on sait bien que malgré tout, en fait, on est quand même tous et toutes très, très en lien avec les personnes qui nous entourent dans ces projets-là, malgré l'image que certains projets peuvent avoir un peu on a l'impression que c'est des personnes hyper indépendantes, etc. Mais ça s'appuie toujours sur des conseils, des aides, etc. Donc, ne pas hésiter à solliciter toutes les personnes qui sont autour de nous. Et, Donc, au fond, c'est un et milieu assez collectif qui pourrait, à partir du moment qu'on a une envie et on cherche un peu, les gens vont finir par, par nous recommander et nous aider d'une certaine manière. ouais, je De pense ce que- ouais, au moins répondre aux questions avec plaisir, quoi. Enfin, ouais, Parce qu'on peut avoir l'image un peu que c'est un milieu assez clos, assez spécifique, ceux qui partent en navigation. Donc, ça, je pense, c'est peut-être un peu dans l'imaginaire du Mm, grand mm. public. Bon, après, enfin, c'est sûr que ça existe aussi, hein, mais je pense que dans la grande majorité, ça reste un milieu où il y a beaucoup d'entraide OK. et de liens et ouais, ne pas, je pense, écouter ses craintes et ses peurs pour faire quelque chose qui soit réalisable et où on se met pas trop non plus, où on se fait quand même du bien, mais foncer quand même, quoi. Donc, ce que Solène disait, de pas forcément écouter trop les vigilances, enfin,
voilà, en tant que femme, quand on part des fois aussi à l'étranger, etc., ça va pas manquer hein, des personnes qui disent attention, attention. Donc, je pense que des fois, il faut se donner un peu le, le coup de dire, bon, ben, allez, on y va. Et puis, dans la plupart des cas, on va se régaler. Ok. Louise Océane. C'est sûr qu'il n'y a il y a pas de recette magique, Mm. un guide clé en main, comment tu montes une aventure. Je pense que ça dépend de chacun et chacune. Mais moi, c'est vrai qu'un conseil que je donnerais et que du coup j'ai ressenti carrément avec mon projet, c'est de prendre le temps. Franchement, de prendre le temps de planifier, de lever les fonds, et même pendant l'aventure, de pas être dans le rush parce que je trouve que ça rajoute du stress. Je pense qu'on n'est jamais 100% prêt tout prêt avant de partir. Mais du coup, je pense de bien cadrer en amont, de pas précipiter les choses pour bien partir. Voilà. Bah, après, c'est parce que expérience perso où on n'est pas un peu parti, enfin pas à l'arrache, mais un peu quand même. On s'est mis dans des situations un peu dangereuses. Et puis en mer, quand tu as une deadline, que tu dois arriver à cette date-là, à tel endroit, c'est un peu compliqué quand tu dépends d'éléments que tu ne contrôles absolument pas. Donc, Mm. évidemment, c'est pas toujours possible. Et, euh, et puis après, un autre petit conseil, mais ça dépend peut-être de l'expérience de chacun, c'est de gonfler les budgets surprises. Parce qu'il y a toujours il y a toujours des trucs qui arrivent que tu n'avais pas prévus, qui coûtent beaucoup plus cher que ce que tu avais prévu. Et du coup, de si possible, vraiment se prendre une marge importante au niveau des frais. Je vois Solène et Lucie qui sourient, donc je pense que ça de quoi je parle. Mais voilà. Et puis après, bah oui, il y a le côté levée de fonds où c'est important, mais je pense que j'ai vu des questions passer dessus, donc peut-être que on en, on en reparlera pendant le Q&A. Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que vous vouliez rajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Quelque chose vous a paru non dit à un moment ou à un autre que vous voulez partager avant de passer aux questions du public? Ouais, Non. peut-être on verra après les questions Très bien. s'il y a des choses qui reviennent. Je passe la main du coup à Blandine. Oui, merci, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a pas mal de questions. En tout cas, merci beaucoup parce que, bon, déjà, les échanges, là, si on reprend entre le chat et les questions, ça a fait émerger pas mal de commentaires et d'envie et de questionnements sur plein de petits points un peu aussi pratico-pratiques. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre des questions qui ont été posées. Euh, donc la première, elle est d'Alexia Lebert. Donc il y a certaines questions sur lesquelles il y a eu quelques éléments, mais notamment sur la partie financement des expéditions. Euh, il y a cette question de comment les expéditions ont été financées et est-ce que vous avez dû investir de votre poche pour celles que vous avez dû monter. Je sais pas Euh, si Solène, ouais. Bah, ouais, si vous voulez, je peux répondre un petit peu, enfin, en partie. Nous, on a été sponsorisés, d'une part par des partenaires qui sont venus nous chercher parce qu'on avait déjà un petit peu de place dans la presse, et d'autre part, beaucoup par des recherches de financement qu'il faut prendre en compte dans son temps de préparation. Ça met du temps et aussi enfin, pour enfin, l'autre partie de la question, la première fois que je suis partie, par exemple, j'ai eu le soutien de la fac et je suis partie avec zéro moyen, enfin, avec zéro moyen ou très peu de moyens, un budget très serré. Et j'ai mis mon budget, j'avais pas de loyer pendant 2 mois, bah, j'ai mis mon budget loyer là-dedans et la fac m'a aidé pour 300 euros de matériel et j'ai répondu à une bourse étudiante, quoi. Et donc, il y a plein de canaux et en fait, petit à petit, vu qu'on s'est constitué en asso avec Projet Azur, on a un peu eu des opportunités de financement par comment on appelle ça, de la prestation, enfin, les restitutions qu'on faisait, on pouvait se les faire financer de temps en temps, ce qui faisait un peu d'autofinancement à travers notre travail, quoi.
Les filles, les autres, si vous voulez. Ouais, bah nous, c'est pareil. Donc, on avait un statut associatif. Donc, ça aide pour, pour trouver des mécènes, etc. On a fait une campagne de crowdfunding de 30 000 euros, donc quand même assez conséquente. Et puis après, ouais, quelques fondations, quelques appels à projets. Nous, c'était compliqué parce que c'était un projet one-shot qui n'était pas dans le temps. Et du coup, quand tu as un projet à court terme comme ça et qu'il n'y a pas forcément d'impact sur du long terme, ça peut être un frein. Tu peux ne pas. Enfin, il y a beaucoup d'appels à projets auxquels tu ne peux pas répondre, etc. Et après, d'un point de vue poche, alors le capitaine a mis pas mal parce que aussi c'était son bateau. Donc lui, carrément. Et moi, un petit peu, mais plus pour payer un peu mes propres frais aux escales, etc. Mais l'idée, c'était quand même qu'en mer et tout, j'ai rien à payer. Mais oui, j'ai quand même dépensé un petit peu, donc j'avais un petit peu de côté. Mais principalement, ouais, sinon, c'était de la levée de fonds auprès de particuliers et de partenaires. Hmm. Mais oui, en effet, c'est une grosse partie de la préparation. Franchement, je pense Ouais, dans tous les projets, hein, que ce soit aventure ou pas, je pense que hmm. quand tu as une asso, Quand tu parlais, voilà, quand tu parlais prendre le temps de le préparer, je pense que cette partie-là, elle est hyper chronophage, mais elle est hyper essentielle en fait. Sinon, il y a pas de projet. Lucie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le financement? Et ben ouais, c'est important d'avoir en compte quand même les temps que ça prend, les appels à projets, la levée de fonds. C'est pour Six Plastics, on s'y est mis 1 an et demi à l'avance. Et il y a des budgets qui arrivaient encore même après l'expé. Pour ma part, j'ai jamais eu besoin de dépenser un seul, enfin pas, j'ai jamais eu besoin de dépenser d'argent pour le faire parce qu'on a eu la chance de trouver suffisamment de financement. Donc pareil, hein, c'est des fondations, par des appels à projets, pas mal de concours aussi de projets, du sponsoring et je pense que c'est quelque chose qui me tenait à cœur que, enfin voilà, aujourd'hui, c'est le fait que ce soit un métier. Enfin, moi, j'aimerais vraiment faire en sorte que ce soit qu'on puisse faire de ça quelque chose qui sorte des critères du bénévolat, quoi, où ça puisse éventuellement. Et là, aujourd'hui, chez Numondo, bah, j'ai une collègue de qui c'est le taf presque à plein temps de trouver l'argent et je l'admire, mais d'une puissance. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour faire ça. Et en même temps, c'est du travail qui est passionnant quand on le fait pour notre projet. Donc, c'est pas comme. Voilà, c'est pas de l'argent froid, quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Et voilà, même vigilance qui ont été amenées par Solène et Louise Océane. et juste je rebondis dessus parce qu'en effet, il y a le côté bénévolat qui est à prendre en compte. Et du coup, certes, peut-être que, enfin, par exemple, moi j'ai mis un petit peu d'argent, mais j'ai surtout mis énormément de temps. Et c'est ça qui est aussi un point de vigilance. C'est très fatigant parce que du coup, à côté, je bossais 40 heures dans un boulot qui avait rien à voir. Et du coup, à côté de ça, je faisais mes heures pour pouvoir trouver des sous pour le projet, etc. Et donc, c'est un gros point de vigilance parce que du coup, c'est un rythme qui est très difficile à tenir aussi. Merci les filles. Du coup, j'enchaîne avec une autre question ça a été un peu abordé, mais je pense qu'il y avait besoin de revenir un peu sur ça pour chacune de vous. C'est une question d'Ophélie Thévenot. Quelles sont les qualifications maritimes que vous avez, les diplômes de chacune? Euh, comment avez-vous géré, donc il y en a deux, et comment avez-vous géré le retour à la terre ou à la métropole? Le décalage n'était-il pas important avec vos proches, famille, amis parfois? Donc Louise Océane, tu as déjà pas mal, t'avais donné déjà quelques éléments sur le retour, mais c'était pendant l'expédition. Mais voilà, si vous pouvez revenir voilà, juste sur les qualifications maritimes et le retour sur terre, ou après expédition du moins. Solène peut-être? Ouais, bah, sur les qualifications maritimes, bon, moi j'étais pas en bateau à l'époque, je savais pas faire de kayak avant de partir en kayak ou presque pas. Et j'ai appris sur le tas en rencontrant les bonnes personnes au bon moment au tout début des aventures et en étant soutenue par un club de kayak et tout ça, avec des gens qui croyaient pas en nous, mais enfin ou en moi et qui ont vu que c'était fallait y croire. Bon,
Voilà. Et sur l'autre question, c'était... Ah oui, le retour à terre. Enfin, donc les retours d'expédition sont en général assez perturbants. Un peu moins après chaque année après année, un peu moins. Mais par exemple, je sais que là, ça faisait 3 ans de suite où je partais au moins 2 mois en aventure. Et cette année, j'ai aussi décidé de lever le pied parce que, comme le disait Louise Océane, ça prend beaucoup d'énergie. On a réussi, certes, à se rémunérer un peu, mais ça reste un temps plein 24 heures, enfin 24 heures sur 24 quasiment. Donc le retour à terre est souvent dur parce qu'on est un peu, enfin, on est dans cette bulle un petit peu aussi de rencontrer des gens chouettes et d'être, ben, en fait, on a un mode de vie qui est hyper différent aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Un mode de vie un peu enfin, troubadour, entre guillemets. Où on est aussi, enfin, beaucoup au rythme de la nature. Enfin, surtout sur la traversée des Alpes ou en Méditerranée en kayak, clairement, on a fait plusieurs heures de sport dans la journée pour atteindre une nouvelle étape. On a rencontré plein de gens à la fin de la journée. On dort à 9 heures, on se réveille à 6 heures il y a ce rythme-là aussi quand on retourne en ville ou chez nous. Enfin, je dis nous, mais peut-être que ça concerne que moi en fait, mais bah, c'est reprendre le rythme. Des fois, c'est un peu compliqué aussi de se reconnecter au monde. Voilà, enfin, Louise Océane en a parlé aussi tout à l'heure. C'est ça qui est un peu déroutant des fois, et après, on s'habitue. Et Lucie, peut-être, si tu veux rajouter. Euh, Peut-être, j'avais quelque chose en tête et je suis passée sur autre chose complètement là. Je pense que je vais te laisser compléter Louise Océane avec ce que tu as en tête et comme ça, moi, je termine un petit peu Ça d'organiser ma marche. pensée. Bah, moi, niveau qualif maritime, j'ai quand même passé mon day skipper. Donc, ça, c'est un peu le format anglais qui te qualifie à être skipper de bateau à la journée, comme son nom l'indique. Donc, ça te donne pas mal de bases de manœuvres, de lecture de cartes, de sécurité. Donc, ça, c'était cool. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'après, enfin, voilà, franchement, j'avais pas fait plus d'une semaine de navigation. Enfin, j'avais jamais passé une nuit en mer et tout ça au moment où je suis partie, donc j'ai appris sur le tas, on va dire. Et oui, après, bah, le retour à la civilisation, comme je disais, c'est compliqué. Moi, je sais qu'après, quand l'expédition s'est terminée, et que ça faisait 1 an et demi que je bossais dessus, euh, et qu'en fait, j'avais jamais arrêté, j'avais enchaîné la fac, le projet d'expédition, tout ça. C'était un peu la première fois aussi de ma vie où je me disais, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai un peu pris 1 mois off, en mode je veux plus être sur les réseaux, je veux plus être. Laissez-moi encore dans ma bulle un peu, et je me suis fait un peu un sas pour justement reprendre le taf et tout ça, euh, ouais, pour faire un peu une transition parce que en effet, ça peut être brutal. Mm. Et du coup, pour le côté formation, moi de mon côté, j'ai passé les certificats de marin professionnel. Donc, c'est une formation de la marine marchande qui te permet d'être salarié en tant que marin. Donc, c'est le contrat de travail que j'ai actuellement. En France, c'est obligatoire pour pouvoir être salarié avec des fonctions de navigation. Donc, c'est une formation qui dure 3 mois, qui est assez intéressante. Enfin, où moi, je pensais que ça allait être un peu une formalité. En fait, on apprend quand même pas mal de choses intéressantes et on rencontre des gens chouettes aussi. Mais il y a plein de possibilités. Il y en a qui le font avec des BPGEPS, il y en a qui le font. Enfin voilà, c'est selon le statut du projet, tout est possible au niveau des qualifications marines. D'ailleurs, c'est même rarement nécessaire. Et pour le retour à la Terre, c'était à ça que je réfléchissais. Je me suis dit, oui, j'ai pas trop l'impression que ça a été compliqué. Au contraire, souvent, j'étais assez heureuse de rentrer, de passer à un rythme différent. Mais c'est vrai qu'il y a le côté de. Quand on est en mer, on est sur un rythme. Original, il y a du temps pour la contemplation et rentrer à terre, c'est vrai qu'il y a toujours une petite impression de waouh, ça va vite. Et en même temps, dans ces projets-là, quand on est dedans, bah, ça va vite aussi, mais c'est une autre forme de vitesse, puisqu'on a quand même ce temps où on coupe. Et aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment, vu que c'est mon métier.
enfin, le fait que, voilà, que ce soit un CDI, etc., aujourd'hui, pour que ce soit viable, je peux pas me permettre d'avoir des sensations à ce point-là de montagne russe. Et du coup, bah, en effet, il a fallu faire la part des choses aussi dans ma tête quand on part, on revient, etc. Donc, de continuer à garder bien du lien avec ma vie perso pendant ces temps-là et de pas faire du on-off aussi. C'est important, je pense, pour pas arriver à des épuisements et à des vies un peu déconnectées, quoi. Donc, je pense, ouais, c'est très lié à garder beaucoup de lien avec ma vie perso pendant ces temps-là et à faire la part des choses, à essayer de garder un rythme de vie qui est convenable. Enfin, voilà, c'est ce qu'on fait là pendant les voiles de la science aussi. Au final, ça reste une vraie vie, mais à bord d'un bateau. Et ça permet ouais, d'avoir de la pérennité dans ce mode de vie-là, je trouve. Même s'il y a une fatigue réelle quand même, hein. Faut pas la nier. Mais en effet, ça a été un gros sujet de réflexion pour moi avant de m'engager là-dedans, de dire comment gérer ces retours. Et surtout que ce soit pas le côté une aventure, on n'existe plus pour le reste, on existe uniquement pour notre projet. Puis quand on revient, hop, on doit re-rencontrer notre entourage quasiment, quoi. Ça, je trouve que c'est compliqué à vivre sur le long terme. Donc, puis c'est important d'avoir des proches qui sont hyper compréhensifs là-dessus. Et ça, vraiment, merci à eux. Ben, merci beaucoup pour ces retours qui sont précieux, je pense. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions qui sont aussi sur les ressentis et on peut voir que voilà, ça peut être aussi une construction au fur et à mesure des expériences. Il y a Alina Jacques qui posait la question. Donc, elle étudie la biologie. Elle part en césure l'année prochaine pour vivre des expériences en sensibilisation marine ou recherche scientifique embarquée. Et bien que les sujets soient pas mal ressortis sur le fait de doser, de poser des questions, d'aller chercher des personnes qui seraient dans le milieu, elle voudrait savoir si vous avez d'autres conseils à lui donner pour contacter les personnes intéressées par son profil. Vous êtes passé peut-être par des cursus particuliers ou des réseaux particuliers. Moi, c'était vraiment via Insta et LinkedIn, je dirais. Et je pense que si j'ai un conseil, si tu veux contacter quelqu'un parce que tu as envie d'en savoir plus ou parce que son projet t'intéresse et que tu aimerais peut-être embarquer avec cette personne ou quoi, ne pas envoyer un message, est-ce que tu aurais un temps pour échanger sur ton sujet, mais direct poser, j'aimerais des informations sur ça, ça, ça. Peut-être être un peu plus précise que juste est-ce qu'on peut s'appeler pour discuter de ton projet. Parce que, parce que voilà, déjà, si tu parles un petit peu de toi et que tu as des questions spécifiques, la personne va se dire, OK, je sais exactement ce qu'elle attend de moi. Donc, je pense être le plus spécifique possible. Ça peut faciliter les échanges. Est-ce que Solène ou Lucie, vous voulez rajouter d'autres points? Non, pas vraiment. Enfin, Pareil, ouais, 100% d'accord avec Louise Océane. Pas hésiter à Ok, poser des questions précises. Vraiment, c'est important. ok, super. Euh, Élise qui pose la question, donc ça fait rêver toutes vos aventures, merci beaucoup. Et pour compenser, qu'est-ce que vous aimez le moins dans vos missions? Même s'il y a eu quelques points qui sont ressortis, mais et il y avait vraiment ces questions aussi d'un point de vue financier, si on arrive bien à en vivre. Donc là, on a pu voir qu'il y avait quand même aussi beaucoup de parts de bénévolat ou de gestion différentes en fonction des profils et des expéditions, ou du moins de ce qu'on va faire, des projets sur lesquels on est. Savoir si voilà, c'est pas trop tendu d'un point de vue financier, au niveau de la viabilité dans le temps et compétitif au niveau des postulants pour le nombre de places. Et il y a eu une autre question qui était du même type, qui était voilà, un peu sur le recrutement des personnes, comment ça se fait, par quel biais, etc. bah, j'y vais. Alors, si les filles n'y vont pas, dans les choses que j'ai peut-être le moins aimé pour ma part, c'est que c'est bah, un peu le cercle, alors qui peut être vertueux, mais qui peut être un peu, enfin, que moi j'ai pu vivre un petit peu moins bien des fois, c'est la médiatisation est nécessaire enfin, aide à avoir des financements et devoir parler pour un partenaire, c'était pas ma passion. Devoir parler aux journalistes non plus d'ailleurs.
Mais en fait, enfin, pour porter les messages, c'était important. Pour trouver des financements, ça aide grandement aussi, pas toujours. Moi, c'est un peu là, les parties qui me freinent le plus, mais je pense que c'est aussi lié à ma personnalité, je sais pas trop. Euh, pour en vivre, j'ai pendant au moins 2 ans dit que c'était sympa de vivre d'amour et d'eau fraîche, et puis après j'en ai marre. Euh, je l'ai pas mal aligné avec d'autres choses, je pouvais pas faire que ça. Après, de par notre engagement, enfin, c'est assez facile d'avoir un mode de vie assez sobre aussi, donc dur avec peu, mais c'est pas tout. Et ce qui est un peu dur, c'est, bon, j'avais fait mon mémoire de master sur le fait de s'auto-exploiter quand on s'engage dans l'associatif parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et on met plus de limites. Et en fait, j'ai contribué à ça pendant longtemps et encore un peu aujourd'hui. Et du coup, c'est viable, mais je pense que, comme disait Lucie, si chez Uno Mundo, vous avez quelqu'un qui cherche des financements, c'est trop bien parce qu'en fait, ça contribue à pérenniser les projets. Il faut voir ouais, les projets de long terme et les projets impactants et savoir se renouveler aussi. Enfin, il y a plein de trucs où. Et c'est là où c'est hyper important de ne pas être tout seul, en fait, finalement. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, je pourrais m'étaler, mais je laisse la parole aux filles. Ouais, sur le côté un peu difficile. Euh, ouais, je pense que c'est le stress financier qui était assez important. Euh, ouais, l'intensité parfois de l'aventure, quoi. Enfin, moi, je sais que ce que j'ai déjà mentionné, mais voilà, d'arriver à terre et de devoir. En plus, je gérais la communication, donc comme dit Solène, c'est important. Et du coup, tu viens de passer, je sais pas, enfin, tu arrives de la transatlantique, tu as passé 20 jours en mer. Et d'un coup, il faut que tu fasses des posts Instagram, t'envoies ta newsletter et tout ça. Et enfin, moi, même si j'ai adoré le côté com, c'était un peu une relation je t'aime, je te déteste. Mhm. Donc voilà. Je sais pas, Lucie, toi, si tu as un côté que t'aimes pas. Ouais, je pense quand même enfin, le fait qu'on soit des structures en stress financier fait qu'on a trop de missions par rapport au nombre de personnes qu'on est, hein, forcément. Enfin voilà, bénévoles aussi, hein, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, ça fait beaucoup de charges, quoi. C'est assez fatigant et, hum, et ouais, je pense que c'est le plus difficile, c'est le côté gérer 1000 choses en même temps. Enfin voilà, en plus, c'est des projets remplis d'imprévus et tout, c'est ça qu'on aime aussi, mais ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de charges de travail et de charges mentales associées à ça. Ça a un peu l'impression des fois d'une boule de neige qui s'arrête pas. Et en même temps, quand on est sur la partie terrain, on se dit, ok, je sais pourquoi je l'ai fait, mais voilà. Et pour le côté milieu tendu financièrement, viabilité, c'est vrai que c'est un milieu qui ça embauche pas énormément, on a des sollicitations tout le temps, enfin voilà. Mais n'empêche que je pense que quand il y a quand même, vu qu'il y a beaucoup de structures avec du bénévolat, il y a du turnover, enfin il y a de la circulation quand même de personnes, il y a beaucoup de gens qui viennent se tester aussi, qui restent un temps. Et bon voilà, c'est sûr que ça risque de pas se faire en deux, trois mails, mais il y a quand même des projets qui pop-up de partout. Voilà, je pense qu'il y a des possibilités de trouver un peu, des fois, un, un- un plan un peu intéressant. Et c'est sûr qu'on trouvera. Enfin, faudra demander à plein de structures, faudra aller se tenter sur du bénévolat de quelques semaines par-ci, par-là. Mais c'est une énorme réalité, hein, que c'est un milieu tendu financièrement. Mais il y a quand même des portes d'entrée, quoi. C'est pas. Ouais. Ok, ben, merci beaucoup pour vos réponses. Donc là, je vais regrouper donc les prochaines questions. Elles sont beaucoup finalement sur l'association et comme il y a une petite question, il y a une petite slide de fin. C'est surtout sur voilà comment on peut, Je vais la quels sont les partager critères maintenant. pour voilà pour rejoindre Women for Sea. On a aussi Agnès Foury qui dit voilà mettre en place, elle a un projet pour 2025. Elle cherche un bateau avec son propriétaire au départ d'Ushuaïa pour le Cap Horn et canot de Patagonie. D'ailleurs, le livre que j'ai posé là, Comptoir des océans, parle de cet endroit-là. Donc, si ça peut t'intéresser, Agnès.
Voilà, et elle cherche, voilà, si jamais on a des personnes, des pistes qu'on connaît. Voilà, je sais que en rentrant en bénévole dans Women for Sea, on a accès à on a un réseau sur lequel on communique et il peut y avoir des posts qui peuvent être posés là-dessus. Donc, pour ça, je laisse euh, la question, enfin, la phrase de fin. Et il y a une dernière petite question, mais je vais la mettre dans le chat. Comme ça, les filles, si vous voulez y répondre, ça évite voilà, de prendre le temps pour ça. Et on peut faire la phase de conclusion. Merci Blandine. Du coup, merci à vous toutes, Louise Océane, Solène, Lucie, d'être venues ce soir et d'avoir pu échanger sur vos expériences, votre vécu euh, au sein de ces aventures assez diverses, mais sur beaucoup de points, vous rejoignez. Donc là, je laisse donc une petite slide où vous pouvez déjà suivre Women for Sea, ce n'est pas déjà le cas, mais je pense que pour la grande plupart, ça l'est, et notamment pour les trois différentes expéditions. Donc, vous avez les sites internet et notamment le Insta. Euh, voilà. Est-ce que Louise, Louise Océane, Solène, Lucie, vous voulez dire un petit mot de fin avant qu'on clôture? Tout a Merci. été dit. C'est trop Merci chouette à vous. de faire partie de cette communauté Women Forces à chaque fois. Et je redis à Louise Océane que je trouve sa manière de faire la communication de l'assaut formidable. Donc c'est top. Et il y a eu plein de belles opportunités aussi de toutes parts à travers l'assaut. Donc faut que ça continue. Tout à fait d'accord. Ouais, et puis merci Héloïse pour l'animation et la facilitation de ce webinaire. Bravo. C'était un plaisir. Et ouais, du coup, le replay sera sur YouTube, sur notre chaîne. Et sachant qu'il y a aussi du coup l'épisode sur les requins qui est aussi dispo. Et que le prochain épisode sera en juin. Donc voilà, on annoncera un peu plus dans les semaines à venir. Mais voilà, ça va être une série qui va se continuer au fil de l'année. Mais je voulais vous dire merci aussi à toute la team là pour l'orga, vraiment super. Donc bravo et que c'est une chance vraiment chouette d'avoir des espaces comme ça pour échanger des témoignages, se poser des questions et que on peut aussi les créer à l'échelle très locale. Enfin voilà, faut pas hésiter à organiser des endroits pour partager comme ça. Je pense que c'est ça qui donne envie, en tout cas pour ma part, c'est aussi ça qui m'a aidé à certains moments. Donc, merci beaucoup. Oui, arrêtez le Et Super. merci à tout partage. le monde pour les questions aussi. Je ne sais pas si on a pu répondre à tout le monde, mais merci en tout cas pour l'enthousiasme sur ce sujet et sur les projets. C'est chouette. Merci à Bon, tous et à bonne bientôt du soirée. coup. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Bye. soirée.